C'était juste un gars ordinaire, mais après avoir été transporté dans un monde parallèle, il devient l'artiste martial le plus fort avec l'aide d'une compétence de triche de mise à niveau. L'histoire commence lorsque l'ancien dieu de la guerre revient à la vie sous la forme d'un homme de 28 ans nommé Fang Ping, qui est téléporté 10 ans en arrière dans un univers parallèle où les arts martiaux sont tout. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve flottant comme un fantôme au milieu d'une bataille épique entre deux artistes martiaux de niveau grand maître nommés Tai et Li. Tai libère son aura violette et projette Li directement dans une montagne en utilisant une puissante technique d'arts martiaux. Après cela, il commence à célébrer sa victoire, mais Li lui montre qui est le patron en révélant sa technique cachée, appelée le point du maître du cheval céleste, et finit par anéantir complètement l'autre grand maître. Après cela, Fang Ping se retrouve assis sur un siège de classe et est trempé de sueur, comme s'il venait de se réveiller d'un terrible rêve. Il regarde autour de lui, luttant encore pour comprendre ce qui vient de se passer. Le professeur annonce que l'inscription à l'examen d'arts martiaux commencera demain, puis sort de la salle de classe. Il remarque ses camarades de classe Yang Jian et Chen Fan et continue de les fixer. Les deux se retournent et demandent pourquoi il les regarde comme ça. Mais avant qu'il puisse répondre, un autre camarade de classe arrive avec une vidéo. Dans la vidéo, un gars nommé Li Dali, qui est un guerrier de 3e rang, continue de bluffer en disant qu'il risque sa vie pour entrer dans la zone de combat des guerriers de 8e rang. Il dit aux téléspectateurs de se souvenir de son nom s'il finit par être tué juste pour leur faire visiter les lieux. Fang voit le champ de bataille et se rend compte que c'est exactement le même endroit qu'il vient de voir où les deux grands maîtres se battaient. Toujours sans aucune idée de ce qui est arrivé au monde et d'où vient toute cette histoire d'artiste martial, il se précipite dans un cybercafé et commence à fouiller sur le web. Il apprend bientôt qu'il s'agit en fait d'un monde parallèle où les artistes martiaux règnent sur tout. Et l'examen d'arts martiaux semble être un tournant majeur dans la vie d'une personne ici. Il sort du café après avoir découvert que les frais d'inscription s'élèvent à environ 10 000 et que les pilules vitalisantes dont il a besoin coûtent près de 30 000. En chemin, il tombe sur une affiche de recherche d'un artiste martial de 2e rang et se dirige ensuite directement vers sa maison à Jingu Garden. Il ressent une vague de nostalgie rien qu'en regardant l'endroit et trouve même une clé dans sa poche. Alors qu'il entre, sa sœur se précipite vers lui et exige qu'il lui rende l'argent qu'il lui a emprunté. Fang lui pince le visage et elle court immédiatement se plaindre à leur mère. Fang voit alors son père entrer dans la maison et sourit en admirant la vue de sa famille. Pendant qu'il dîne, il dit à son père qu'il veut se présenter à l'examen d'arts martiaux. Son père se lève de table et revient avec une enveloppe pleine d'argent, lui expliquant à quel point ce choix est un engagement sérieux. La nuit, Fang regarde ses parents pendant qu'ils font la vaisselle. Alors que sa mère lui fait remarquer qu'ils n'ont qu'environ 50 000 $ d'économie, son père lui dit qu'il va emprunter des pilules pour booster le sang à l'usine parce qu'il ne veut pas retenir leur enfant. Le lendemain à l'école, les amis de Fang paniquent après avoir découvert qu'il s'était inscrit à l'examen d'arts martiaux, affirmant que c'était une totale poubelle. Leur professeur entre en classe et annonce que Wan Jinyang de leur école, qui est maintenant un véritable artiste martial, va visiter leur école. Cela améliore instantanément l'ambiance de toute la classe. Et juste à ce moment-là, le professeur demande à Fang, Wu et Yang de se rendre à la gare pour récupérer leur aîné. Plus tard dans la journée, alors que Fang est allongé sur son lit en train de vérifier les critères d'admission pour l'examen à venir, une goutte d'eau nauséabonde tombe sur lui et il se rend compte que la salle de bain à l'étage fuit à nouveau. Juste à ce moment-là, sa mère l'appelle et lui demande de vérifier les pilules vitalisantes que son père a apportées. Fang se lève rapidement et les inspecte. Au moment où il tient l'une des pilules, une étrange sensation le traverse et il se retrouve dans un endroit étrange. Un écran apparaît montrant quelque chose appelé valeur d'art martial. Il revient à la réalité et commence à se demander si ce n'était qu'une hallucination. Il devient curieux et prend la 2e pilule. Atterrissage dans le même espace étrange. Cette fois, il est sûr que ce n'est pas un rêve, mais quelque chose causé par les pilules de la clé du sang. Il se rend compte qu'il se tient au sommet d'une statue et regarde le panneau du système, confus quant à son contenu. Après avoir touché la 2e pilule, la valeur de l'art martial affiché semble doubler. Pensant que cela pourrait représenter la valeur marchande de la pilule, il tape sur celui écrit sur la 2e ligne, indiquant l'énergie vitale. Une vive douleur le frappe alors que la valeur de l'art martial commence soudainement à chuter.
Cette fluctuation soudaine du caille et du sang attire l'attention d'un fugitif recherché qui semble avoir une femme retenue captive. À peu près au même moment, Senior Wang reçoit un message selon lequel le criminel vient d'entrer à Kangshin. Et une fois qu'il sera sorti de là, le traquer pourrait devenir impossible. Le Senior Wang se moque de l'informateur pour avoir effrayé la cible trop tôt et exige un demi-million de points d'arts martiaux. L'histoire revient à Fang alors que ses muscles se tendent fortement, et lorsqu'il vérifie les points d'arts martiaux, ils sont tombés jusqu'à 30 000. Alors que son énergie vitale a à peine augmenté de 0,1, affichant un ratio ridicule de 100 000 pour 1, il crie de frustration, se demandant de combien de pilules il aurait besoin à ce rythme. Et juste à ce moment-là, sa sœur fait irruption à travers la porte, lui criant dessus parce qu'il hurle comme un fou. Fang est impressionné que la pilule n'ait pas disparu après utilisation et décide de nommer l'endroit étrange à l'intérieur de la statue le système. Le lendemain arrive et Fang se dirige vers la gare avec ses camarades de classe pour recevoir leur aîné. Lorsque Senior Wine arrive, l'un des garçons lui demande pourquoi il n'est pas venu par la sortie principale, sur quoi Wine cache rapidement le fait qu'il traque le fugitif et prétend simplement être arrivé un peu plus tôt que prévu. Alors que Fang se présente, Wang sent la vague d'énergie familière parcourir son corps et dit au gars à capuche jaune, qui se vante sans arrêt, que sa force correspond à celle de Fang. Ses camarades de classe commencent à soupçonner qu'il a pris des pilules énergétiques, mais Fang trouve une excuse. Ils suggèrent à Wu de prendre le bus mais finissent par marcher avec lui à la place, comme il l'a demandé. Une fois arrivé à l'école, Juan prononce un discours de motivation solide, enthousiasmant la foule. Avant de partir au coucher du soleil, il donne son numéro de téléphone aux juniors qui sont venus le chercher, leur disant de le contacter s'il rencontre des problèmes. Juste au moment où le Senior Wang part, Fang se souvient soudainement que le plafond de sa chambre fuit toujours. Alors il se précipite pour s'en occuper. Il frappe à la porte du voisin qui habite au-dessus de lui. Et quand personne ne répond, il se retourne pour partir mais s'arrête en entendant un bruit de verre brisé. Il revient immédiatement et commence à appeler sa tante Chen qui vit là-bas. Au moment où Fang crie à nouveau, un homme ouvre la porte et le réprimande pour avoir fait une scène. Il dit calmement que tante Chen lui a loué l'endroit pour quelques jours. Fang mentionne la fuite au plafond provenant de la salle de bain et suppose que le nouveau locataire pourrait savoir quelque chose. L'homme l'observe attentivement, essayant de déterminer si l'enfant sait qui il est vraiment, puis l'invite à entrer pour garder les choses au frais. Fang se dirige vers la salle de bain et aperçoit un bandage taché de sang, réalisant instantanément qu'il est tombé sur le criminel recherché. Sentant que quelque chose ne va pas, l'homme propose de chauffer de l'eau et dit à Fang de s'asseoir. Le criminel évoque la prime, réussissant à tromper Fang en lui faisant révéler qu'il est au courant de son existence. Mais avant que les choses ne tournent mal, Fang parvient à écrire un message à Senior Wang lui demandant de l'aide. Juste à ce moment-là, Wang appelle et Fang décroche, paniqué. Mais avant qu'il puisse dire grand-chose, le criminel le jette contre le mur. Fang est détruit et a du mal à se relever. Le criminel recherché se rend compte que la ville n'est plus sûre pour lui et qu'il doit effacer toutes les preuves. Il tend la main directement vers la tête de notre héros. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit lorsque Fang parvient à restaurer son énergie en échangeant des points via le système. Il esquive quelques attaques en essayant de reprendre le combat, mais finit par être à nouveau projeté au sol. Juste au moment où le fugitif est sur le point de déclencher son coup le plus puissant, Senior Wang fait une entrée fracassante et bat le gars si fort qu'il s'évanouit. Le Senior Wang vérifie si Fang va bien, puis explique l'histoire du criminel. C'est à ce moment-là que Fang se souvient soudainement de tante Chen et se précipite pour la sauver. Après avoir remis le criminel à la police, Wang félicite Fang pour avoir tenu tête au fugitif, dont le nom s'avère être Huang Bin. Fang sait que son système a joué un rôle important dans ce combat, mais décide qu'il vaut mieux le garder secret. Wine lui remet les objets fugitifs en disant qu'il pourrait en avoir besoin pour sa percée. Et lorsque Fang demande à quoi servent les objets, son aîné explique joyeusement que les pilules de conservation du sang aident à augmenter la limite supérieure de l'énergie Kai. Ensuite, il y a les élixirs de Kai et de sang utilisés pour passer au niveau suivant. Il mentionne également que chaque pneu est divisé en 4 étapes plus petites et continue de lui fournir le reste des éléments essentiels. Juste à ce moment-là, la sœur de Fang arrive, lançant une tempête de plaintes parce qu'il ne vient pas la chercher à l'école.
Mais à la seconde où elle aperçoit Wong, son visage s'illumine et elle se jette sur lui, lui demandant un autographe. Après que Fang soit retourné dans sa chambre, il vérifie les objets et se retrouve soudainement bloqué dans le système, où sa valeur en arts martiaux a grimpé en flèche à plus de 2 millions, ce qui explique pourquoi ses réactions semblent encore plus intenses maintenant. Soudain, le système commence à briller et Fang réalise qu'il doit s'agir d'une mise à niveau. Au moment où il pense simplement à augmenter sa vitalité, une douleur aiguë le traverse et il découvre que devenir plus fort maintenant est aussi simple que de devenir Goku. Le lendemain à l'école, le gosse riche commence à se vanter de la difficulté qu'il a eu à faire quelques pas jusqu'au centre de vitalité dont ses parents lui ont acheté la machine pour qu'il la vérifie à la maison. Il traîne ensuite Fang chez lui, voulant voir si ce que Seigneur Wang a dit était réellement vrai. L'enfant riche dit à Fang de réveiller ses émotions et d'essayer d'atteindre sa valeur maximale. Fang donne tout ce qu'il a, atteignant une valeur de 113, ce que le gosse riche n'arrive pas à croire. Notre pauvre héros finit par passer toute la nuit là-bas, juste pour convaincre le gosse riche que c'est aussi réel que possible. Et le jour du test arrive enfin. Au centre d'examen, l'examinateur prononce un discours préalable au test expliquant que les artistes martiaux sont la fierté et l'avenir de la nation, puis explique les règles. Il précise que toute personne obtenant un score supérieur à 112 réussira et lui dit de commencer. Tout le monde commence à crier à plein poumon, mais une fois que les autres se taisent, Fang continue de crier comme un enfant refusant de s'arrêter jusqu'à ce qu'il se transforme en un personnage de Dragon Balls. Sa capsule de test s'illumine d'un rouge vif et l'examinateur semble stupéfait lorsque le score monte à 149, soit le même que celui obtenu par Wang l'année dernière. Même le riche reste sans voix, réalisant que Fang l'a eu par le bout du nez toute la nuit. Après avoir réussi le test, Fang appelle son aîné et lui demande s'il est prêt à partager quelques informations sur l'université qu'il devrait viser. Le seigneur Wang lui dit de le retrouver au stade demain à 14h. Cette nuit-là, lorsque le père de Fang voit ses résultats, il finit par pleurer de joie en voyant le chemin parcouru par son enfant. Toute la famille devient un peu émotive et l'histoire passe au jour suivant. Wine félicite notre garçon pour avoir réussi l'examen et lui présente la fille de son professeur, Minnie. Il lui dit d'attendre sur le côté et commence alors à penser à son maître, Jun Kingman, qui est entré un jour dans un portail sachant pertinemment qu'il se fermerait derrière lui. Mais pour le bien de l'humanité, le gars n'avait pas le choix. Juste avant de partir sauver un certain Shen Quan, le maître a remis la société d'arts martiaux à Wine Jinny Yang. Wang a essayé de faire un coup facile pour le faire rester, en disant qu'il épouserait simplement sa fille si le gars ne restait pas, mais le maître a immédiatement mis fin à l'affaire, le qualifiant d'éhonté et l'avertissant qu'il lui casserait les jambes, puisque la fille était encore une enfant. Revenant au présent, Wang lance une attaque surprise sur Fang et s'amuse, lui demandant s'il est satisfait de ce corps fragile. Puis il redevient sérieux et lui présente les meilleures options universitaires, en lui en indiquant 4 qu'il recommande personnellement car elles fournissent gratuitement tout ce qui est nécessaire pour des percées. Après y avoir sérieusement réfléchi, Fang décide d'aller avec la deuxième école, Mo. Peu de temps après, le jour du départ arrive. Fang dit au revoir à sa famille et sa sœur fait une grimace de pleurnicheuse, lui demandant de la prévenir dès qu'il se trouvera une épouse. Alors que le train s'éloigne, elle court après lui indiquant clairement qu'il lui manquera. Pendant ce temps, Juan marche aux côtés de la fille de son maître, jurant de devenir plus fort pour pouvoir sauver Fang un jour. Fang arrive à l'université et est absolument époustouflé par le gars de l'entrée avec des dents acérées comme des rasoirs qui sort sa grande épée géante et lui dit de ne pas penser qu'entrer à Mo le rend spécial. Alors qu'il essaie de comprendre à quel stade se trouve Fang, Fang rit du manque de respect avec un sourire et demande s'il est senior. Alors, le gars aux cheveux bleus se présente comme Qin Fan King. Mais lorsque Fang se présente et mentionne Nanjing, Qin fronce les sourcils tandis que le visage de son ennemi juré Wang lui traverse l'esprit et lui dit d'arrêter de discuter si négligemment avec son aîné et commence à montrer un peu de respect. Alors qu'il s'éloigne avec un sac rempli de ressources, Qin maudit Wang et jure de se perfectionner jusqu'à écraser Guang et l'université Manning. Plus tard, à la réception, Fang montre son formulaire d'admission à la réceptionniste qui est surprise de voir qu'il a une trempe osseuse de 2e rang.
Mais après avoir effectué un test rapide sur lui, elle découvre qu'il a déjà atteint le 3e rang en seulement 1 mois, ce que seul un élève de 2e année a réussi jusqu'à présent. Tout le monde est stupéfait lorsque la dame commence instantanément à exposer le protocole et demande même à son aîné Zhao Yan de l'escorter. Après cela, elle les conduit à la zone 1 et explique que le paysage est rendu à couper le souffle exprès pour remonter le moral des étudiants lorsque le travail devient écrasant. À l'intérieur des dortoirs, Fang se dirige vers sa chambre et est agréablement surpris par l'immense espace dont il dispose pour lui tout seul. Juste au moment où il commence à s'installer, un joli garçon blond de l'autre côté du couloir. Fu Chenjing entre et s'installe confortablement sur son canapé. Avec un sourire charmant, il demande d'où vient Fang. Et quand Fang dit Nanjing, l'attitude de Fu change rapidement lorsqu'il demande s'il connaît le nom Wine. Fu continue en expliquant comment Wine a percé comme un fou et a déjà battu les meilleurs combattants de 8 universités. Alors que Fang sirote une bière fraîche, Fu remarque qu'il a un tempérament osseux de 3e rang et est pris au dépourvu. Son ton change à nouveau lorsqu'il admet que leur force pourrait ne pas être si éloignée dans un vrai combat. Il dit ensuite à Fang de ne pas être en retard pour le discours de leur mentor sur le terrain 1 et affiche un sourire effronté, lui disant de faire des débuts fracassants. Sur le terrain, Qin se fait entraîner par une femme pour repérer les nouveaux venus impressionnants et Fang se présente avec son nouveau meilleur ami à la dernière seconde. Alors que l'horloge sonne 3 heures, les portes en acier s'ouvrent soudainement et un homme gracieux se fraye un chemin à travers le tumulte des étudiants et annonce que tout retardataire perdra la moitié des crédits accordés à l'admission, qui valent des dizaines de milliers de points d'arts martiaux pour avoir osé arriver en retard dès le début. Le directeur de l'académie Mo explique clairement qu'ils doivent apprendre à suivre toutes les règles et que la vie ne sera pas remplie de roses et de rires pour ceux qui sont appelés à devenir des guerriers qui protègent la nation. Il fait passer le message que rejoindre Mu n'est pas leur apogée, mais le début d'une course infernale vers le bas. Sur ce, il appelle les instructeurs qui font une entrée fulgurante du ciel l'un après l'autre, chacun plus impressionnant que le précédent. Alors que tout le monde reste figé, émerveillé, devant les 5 instructeurs, le groupe se présente en libérant de puissantes auras qui font tomber la plupart des étudiants à la renverse. Prenant cela comme un défi, Fang se lève et riposte avec une introduction explosive qui attire l'attention de la dame à l'allure de cliquet qui garde rancune à sa famille et jure discrètement de lui donner du fil à retordre. À ce moment-là, Fu saute, refusant d'être laissé derrière, et les deux commencent à éclater par-dessus bord. Jojo pose tout en bravant les vagues d'énergie intense qui les frappent. Leur confiance est si irritante qu'elle commence à taper sur les nerfs de Sharp Boy. À ce moment-là, l'ancien directeur fait une entrée grandiose, rayonnant de l'énergie chaleureuse d'un maître au corps doré, alors qu'il atterrit avec une aura maximale et une dignité sans faille. Fu réalise instantanément que l'homme est clairement franc alors qu'il se lance dans un discours sur l'héritage de l'université Mo et sur la lutte d'un guerrier. Il continue en expliquant que les artistes martiaux d'aujourd'hui n'ont pas la gloire de leurs ancêtres, puis il regarde le ciel avec un regard profond, tandis que tout le monde se demande en silence ce qu'il dit. Une fois cela terminé, le directeur annonce avec désinvolture que tout le monde recevra gratuitement un top kai et une pilule de sang, ce qui fait la fête dans la foule. Juste après, il lance une autre annonce, disant que la compétition d'entraînement des étudiants de première année commence dans 20 minutes et ordonne à tout le monde de se rendre immédiatement à la salle d'entraînement. Fan panique lorsqu'il est frappé et tous les étudiants de première année, y compris quelques-uns, sont désormais ses rivaux. Dans la salle des marchés, Fang et Fu regardent avec admiration sa taille massive, tandis que leur instructeur explique que sur les 9 étages au total, les étudiants de première année ne sont autorisés qu'au premier étage, chacun étant destiné à tester des compétences différentes. Yen dit que l'étage où un étudiant se retrouve en dernier debout décidera à quel collège il sera affecté. Toute personne entrant dans un étage après que les 400 places soient remplies perdra plus de la moitié de ses crédits. Tout le monde se rend vite compte que la compétition est en fait une bataille royale où tous les étudiants de première année se retournent les uns contre les autres. Une fois que l'instructeur ajoute que seules les armes en bois sont autorisées, Fang et son copain sprintent vers l'entrée. À l'intérieur, des armes sont saisies et des bagarres éclatent partout. Sans perdre une seconde, Fang dit au revoir et le dit à Fu. Il le verra au 4e étage. Il fonce droit vers les escaliers.
repousse un gars qui essaie de l'aplatir, puis se fraye un chemin devant un autre trio de vierges en sueur que même les petites filles pourraient le battre sans transpirer. En regardant tout le monde agiter leurs armes comme des idiots, même au 2e étage, Fang commence à se demander si Wine avait réellement tort à propos des soi-disant étudiants compétitifs de Mo. Pendant ce temps, une fille aux cheveux argentés dans les escaliers repousse son adversaire comme une mouche agaçante, mais l'attrape quand même en pleine chute, seulement pour que le gars fasse un mouvement bon marché et la fasse tomber de l'escalier. Ses amis l'attrapent juste à temps et rendent immédiatement justice à ce lâche sans colonne vertébrale. De l'autre côté, Fu charge à toute vitesse 4 gars comme une tondeuse à gazon, jusqu'à ce que 2 parviennent à le ralentir avec un combat décent. Mais de nulle part, le gros s'accroche à sa jambe comme si c'était un steak, donnant à son pote l'occasion de frapper Fu et de mettre fin à sa séquence de victoire sur le champ. À l'extérieur de la salle de contrôle, Qin fait les 100 pas furieusement jusqu'à ce que l'instructeur menaçant le surprenne en train de souper. Et il lance rapidement l'excuse selon laquelle il a besoin de la signature du directeur, même s'il est en réalité là pour vérifier le gars à l'écran qui est arrivé au 4e étage en premier. Mais il s'avère que son ami Jaleh l'a devancé. Juste après l'arrivée de l'équipe féminine, clairement déçus que même si les garçons sont censés être plus forts, ils ont fini par aboyer et ne pas mordre. Au fil du temps, les 4 commencent à se remplir et Qin se moque du fait que le soi-disant duo fort est en retard. Après que Fu ait mis KO un PNJ défié, l'entrée de Fang laisse tout le monde complètement sans voix. Il se moque de l'adversaire pathétique de Fu et dit assez fort pour que tout le monde l'entende qu'il n'a quitté Manzen que parce que son aîné prétendait que l'endroit était plein de talent. Mais tout ce qu'il a vu, ce sont des faibles sans aucune compétence. L'insulte audacieuse choque tout le monde et ils commencent à le traiter d'idiot arrogant. Juste après, il regarde droit dans les yeux la direction qu'il observe et dit que les étudiants de Mo ne sont rien d'autre que des ordures. Cela est immédiatement suivi d'une annonce PA déclarant que quiconque bat Fang dans les 30 minutes gagnera un crédit tandis que le sien sera effacé. Fu se retrouve obligé de choisir son camp, mais il se souvient du code des frères. Et avec ça, une bagarre générale éclate sur le sol. Les bros se tiennent dos à dos, écrasant leurs adversaires comme des fourmis et accumulant des points. Voyant cela, la fille aux cheveux roses, Yang Xiumen, charge et surprend Fang par sa force incroyable pour quelqu'un qui ressemble à un tic-tac e-girl. Et il finit par bloquer son coup imparable, en utilisant le visage d'un autre gars juste pour survivre au coup. Juste après, Fu lui dit qu'il a besoin de temps pour traiter sa pilule d'endurance et demande à se mettre à l'abri, mais Fang disparaît en un clin d'œil, laissant son copain complètement envahi. Pendant ce temps, la fille aux cheveux bleus dit à Xiao et Xiumomen de s'attaquer à Fang pendant qu'elle et Yang s'occupent de Fu et laissent les autres épuiser leur endurance. Avec cela, notre protagoniste se sépare de son partenaire et se retrouve encerclé par les squads d'attaque alors que Shu leur ordonne froidement de lui briser les jambes. Pendant ce temps, F retient à peine la vague d'attaquants jusqu'à ce que Kumi encaisse un coup avec son front massif, le prenant au dépourvu et lui fracassant le ventre avec son genou. Au même moment, l'équipe de direction commence à analyser comment Fang est devenu si fort, malgré l'absence de milieu familial ou de maître, et se rend finalement compte qu'il est l'apprenti de Wang Jingyang, qui était lui-même autrefois un élève du légendaire Jiang, l'homme qui n'est jamais revenu d'une mission il y a des années. De retour au combat, Fu et tout le monde sont avertis que perdre leur coûtera la moitié de leur crédit. Alors, ils se rapprochent tous de lui. Même si Fang ne veut pas révéler le système devant tout le monde, il glisse discrètement une pilule de santé qui augmente ses statistiques et saute dans les airs. Alors que la direction refuse de croire qu'un humain puisse en absorber un aussi rapidement, le chronomètre atteint 0 et Fang est déclaré vainqueur. Le directeur dit ensuite à tout le monde de se souvenir de leur humiliation et de se présenter à l'heure pour la sélection des mentors de demain. Le lendemain, Fang et son copain regardent tous les étudiants de première année se précipiter vers Lionhead Tangfang, car ses techniques de boxe sont un grand succès. Mais Fang n'est pas impressionné et commence à regarder les autres instructeurs. Aucun d'entre eux n'attire son attention, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur l'étrange plaque signalétique. Il se souvient que la dame assise là est la même femme à cliquer que celle des présentations. Alors que sa liste ridicule d'exigences l'irrite, elle l'interpelle soudainement, disant qu'elle est sa meilleure chance puisque les mentors populaires prennent généralement les seniors que Wang a détruits et les juniors qu'il a humiliés
ce qui signifie que toute l'université est fondamentalement après sa tête. La dame rappelle à Fang qu'il n'a aucun soutien ni aucun lien familial comme Fu ou Zolele et lui dit qu'il devra parcourir le même chemin difficile que l'aîné Wong. Fang comprend le message et demande ce qu'elle propose que les autres n'ont pas. Alors, elle lui dit qu'elle peut l'emmener dans des endroits où même One Head ne peut pas. Après lui avoir remis sa carte, Tang Fang lance avec désinvolture que plus de la moitié de ses anciens élèves se lient d'amitié avant l'obtention de leur diplôme. Mais avant que Fang ne puisse reconsidérer sa décision, la dame sourit et l'enregistre comme son élève et Sumi suit. Après cela, F s'approche et dit qu'il se souvient de son nom comme étant Lu Fingru, une femme dure comme des clous, encore plus brutale que Lionhead. Le lendemain, elle donne à Fang une conférence privée sur la culture de tous les méridiens de ses membres, en particulier de ses jambes, car elles sont plus fragiles que des spaghettis mouillés. Il avale ensuite les 3 pilules devant lui, qui durcissent instantanément les os de ses bras. Après des heures d'entraînement concentré, il sent une puissance ardente envahir son corps, ce qui s'avère être une percée. Lu lui dit d'amener Sumi la prochaine fois pour commencer les techniques d'arts martiaux pendant qu'il applaudit le fait d'avoir atteint le premier rang et demande ses bonbons de premier rang. Elle le fait taire rapidement pour lui rappeler que les amis de la vitalité ne poussent pas sur les arbres et le mettent à la porte de la maison. Le lendemain, Lu rencontre ses 2 nouveaux élèves et sort un coup de pied à la Bruce Lee pour leur montrer à quoi ressemble une vraie grève. Elle explique qu'un véritable artiste martial canalise la trempe osseuse dans un seul point de frappe et dit à Fang d'essayer. Il enfile son pantalon de grand garçon et lance un coup de pied tonitruant, mais le recul lui détruit tellement le pied qu'il ne pourra pas s'entraîner pendant des jours. Luke dit avec désinvolture qu'elle a oublié de mentionner qu'il a besoin de bottes en alliage pour ça. Plus tard, il se dirige en boitant vers le service logistique avec des béquilles, en gémissant tout le long du chemin. Il force le geyser grincheux, faisant une sieste sans vergogne à la réception, réveillé pour acheter des bottes. Mais l'homme le regarde en plissant les yeux et lui demande pourquoi un infirme comme lui pourrait bien avoir besoin de nouvelles chaussures. Une fois que Fang a compris qu'il était juste blessé, le geyser se penche complètement et dit que les bottes de rang E lui coûteront environ 1,5 rein de crédit. Mais voyant l'horreur sur le visage de Fang, le gars lui propose une offre spéciale de Yeezys de rang D pour le prix de 2 reins. Quelques jours plus tard, le trio se rend au club d'arts martiaux pour s'entraîner, mais se retourne pour partir lorsqu'il le trouve déjà utilisé, seulement pour qu'une bande de seniors interpelle Fang avec un ton désagréable. Un homme aux cheveux longs s'avance et dit que puisque Fang est lié à Juan, le gars qui a battu son frère, il va régler ses comptes avec son cadet. Subi prévient Fang de ne pas mordre à l'hameçon car il est toujours blessé. Mais quand le gars le traite de lâche, Fang hausse simplement les épaules devant le clown musclé, se plaignant des coups de pied aux fesses de son frère et accepte le défi, sachant qu'ils continueront à le harceler s'il recule maintenant. Il monte sur le ring et l'arbitre du club intervient. Le premier adversaire se plaint. Wong l'a mis au lit pendant 3 mois et lui a coûté son 3e rang, mais Fang lui dit d'arrêter de japper et de commencer à se battre. Le gaz en colère charge une aura de feu et son poing vole dangereusement près du visage de Fang alors qu'ils échangent de violents coups. Fang lance un coup de pied solide, mais il perturbe à peine le guide, qui riposte ensuite avec un coup de poing que Fang ne peut pas complètement bloquer et qui lui casse presque les 2 bras. Sans lui laisser un instant pour respirer, l'homme retient ses coups tandis que Fang esquive à peine et commence à supplier le gentil monsieur de ne pas lui fracasser le crâne car il n'a clairement aucune idée de comment se battre réellement. Cette attitude hésitante énerve encore plus le gars, alors il lance un coup de pied circulaire ultra rapide qui laisse Fang grand ouvert. Juste à ce moment-là, le professeur Lu lui rappelle de canaliser la transformation de la force à travers ses pieds, et ce conseil lui permet de flotter dans les airs en utilisant la force. Il se précipite en avant en un éclair et un coup de pied net dans la poitrine envoie le gars imposant au pays des rêves. Alors que Fang grimace de douleur, Longhair recommence à parler de son pauvre frère, mais Lu l'arrête instantanément et lui révèle en 4K que son frère n'était qu'un tyran de niveau poubelle qui s'est fait duper et s'est mis à escroquer les juniors pour de l'argent. Mais Longhair dit qu'il n'a pas peur de frapper un homme blessé pour se venger. C'est jusqu'à ce que Wong franchisse la porte et dise aux perdants d'essayer de s'en prendre à quelqu'un de sa taille. Plus tard, pendant le dîner ce soir-là, Fang demande à Wong pourquoi il est soudainement apparu.
Wang répond avec désinvolture que ce n'était qu'une coïncidence et attribue cela à ses aînés. Il parle ensuite à notre héros du prochain concours national d'échange de première année où 99 écoles d'arts martiaux s'affronteront pour obtenir des ressources et lui demande de commencer à se préparer à y participer. Le lendemain, dans la salle de conférence, les mentors discutent de la prochaine compétition d'arts martiaux qui est apparemment organisée par Mo lui-même. Ils expliquent que l'école gagnante recevra une augmentation massive de 20% de son allocation annuelle de ressources. Tang Fang dit aux étudiants de première année que pour que les choses soient justes, ils seront ceux qui concourront cette fois. Lu plaisante en disant que si l'école veut vraiment des ressources, le directeur adjoint Wu Kuxin devrait simplement se battre lui-même. Tang la fait taire, expliquant comment les victoires constantes de Wong sur leurs élèves de 3e niveau ont fait de l'école la risée, et il est temps qu'ils regagnent leur fierté. Il ordonne ensuite aux 10 nouveaux étudiants d'atteindre le sommet de leur force de 1er niveau d'ici la fin du mois et de s'assurer qu'ils renversent la situation. Peu de temps après, l'entraînement commence et les débutants se lancent dans une mission visant à capturer des guerriers rebelles de haut niveau avec 30 crédits par tête en récompense. La mission se termine avec chacun d'eux recevant de nouvelles armes brillantes et Fang se retrouve avec une lance. Alors que Fang teste sa nouvelle arme, son professeur arrive et lui dit d'arrêter de cultiver comme s'il essayait de tout casser. Elle lui donne ensuite une technique d'épée appelée lame éclatante de sang par le gouverneur Zhang et lui demande de bien s'entraîner avec. L'histoire avance rapidement et le jour de la grande compétition arrive enfin. L'animateur fait une entrée fracassante, descendant du ciel et se révélant être Liu Hurong. Il prévient la foule qu'il ne s'agit pas d'un concert de célébrités, alors il ferait mieux de ne pas causer de problème. Il s'avère que la sœur de Feng est également venue encourager son frère. Et sans surprise, le gros YouTuber nommé Liu Dolly, qui adore faire semblant de risquer sa vie pour le contenu des fans, est là aussi, ouvrant sa bouche comme toujours. Yuan s'arrête pour rencontrer Fang avec certains de ses amis et découvre que son frère a été nommé capitaine de leur équipe. Tout le monde continue d'appeler Yuan président, et lorsque Fang demande ce qui se passe, elle lui dit fièrement qu'elle a créé un club de ping-pong Yuan et qu'elle s'est nommée présidente avec lui comme vice-président. Fang trouve toute l'idée ridicule. Mais ce qui le dérange vraiment, c'est que ce film aurait dû s'appeler Ping Yuan et non l'inverse. Il découvre également que le YouTuber que Yuan appelle fièrement son journaliste a en quelque sorte rejoint leur équipe, dans l'espoir de dénicher des mises à jour juteuses sur la compétition. La compétition démarre et, un par un, les capitaines de chaque équipe sont appelés sur scène. L'animateur présente le système de matchmaking à l'aide d'un ensemble de boules de loterie, puis enflamme la foule en présentant les favoris pour gagner. Tout d'abord, l'équipe en uniforme rouge de l'école d'arts martiaux de Jingdu, dirigée par leur capitaine Han Su, qui se trouve également être le champion national en titre des arts martiaux. Viennent ensuite les équipes vertes et jaunes de la Marshall University Alliance et de l'Alliance des 8 écoles. Finalement, l'hôte parvient à tondre son équipe, en désignant leur capitaine Fang et en disant qu'il semble être un débutant complet qui est à peine connu de quiconque. Avec tous les capitaines réunis, le tirage au sort commence. Ce qui aurait dû être une simple loterie devient soudainement intense, tous les yeux étant rivés sur les résultats. Alors que les balles roulent et se stabilisent, il est révélé que l'équipe bleue de Mo affrontera l'équipe jaune au 2e tour. Alors que le match épique débute entre les capitaines des équipes rouges et vertes, les combattants se présentent comme Han Uk-shu et Sun. Sans perdre de temps, Sun lance un mouvement puissant dès le départ, se lançant dans une bataille féroce contre Han Uk-ku. Mais malgré l'agressivité, il égratigne à peine son adversaire. Il enchaîne avec une technique appelée Forward Slash, mais Han Su esquive sans effort, contrant avec sa position du vide. Les choses s'échauffent lorsque Han Su sort son mouvement signature, le combo du soleil levant. Mais à la surprise générale, Sun l'écarte comme si de rien n'était. Alors que la bataille s'intensifie, Hang Su se lance dans un jeu de jambes fantomatique, esquivant facilement ce qui aurait pu être un coup fatal. En un clin d'œil, il surgit derrière Sun, le prenant au dépourvu et enfonce son arme dans la poitrine de Sun. Traversant la douleur, Sun attrape la lance de Hang Shu et le tire plus près, pensant qu'il l'a enfin eu. Mais juste au moment où la situation semble s'être inversée, Han Su renverse à nouveau le combat, ne laissant à Sun d'autre choix que de se rendre. Pendant ce temps, en dehors du champ de bataille, Kim dit nonchalamment à Wong que son cadet Fang est le prochain
et parie qu'il ne survivra même pas au deuxième tour. Mais Wang ne prend pas la peine de répondre et lui dit simplement de s'occuper de ses affaires. Après une courte pause, l'animateur annonce enfin qu'il est temps pour le deuxième match. Yuan se précipite vers son frère en larmes, le suppliant de ne pas se battre. Mais Fang sourit simplement et se dirige vers l'arène, se qualifiant de guerrier. La nouvelle du match à venir se répand dans tout le pays et tout le monde est en effervescence. Même le père de Fang a pris un jour de congé juste pour regarder le match de son fils. L'animateur lit l'introduction de Fang, mais se fige une seconde lorsqu'il remarque que la technique principale de Fang est le rugissement légendaire du lion. Jiang Guanglin, l'adversaire de Fang, se moque et demande s'il sait réellement comment l'utiliser. Mais Fang le repousse, disant qu'il est encore en train de rassembler de l'énergie et qu'il ne devrait pas être interrompu. Jiang le scanne et continue de repérer des défauts partout. Mais plus il réfléchit, plus il commence à trouver que tout est suspect. Fang laisse tomber son arme avec désinvolture, forçant Jiang à adopter une position défensive, mais le dérange ensuite en changeant simplement de position, faisant passer le gars pour un clown. John s'irrite et saute en l'air pour utiliser son coup de foudre, mais Fang le dévie comme si de rien n'était, montrant clairement qu'il l'appâtait depuis le début. Puis Fang fait quelque chose d'inattendu, séparant son arme en deux parties. La pièce cachée s'avère être un couteau phénix et Jiang devient instantanément nerveux. Alors que le combat s'intensifie, Fang charge et déclenche la frénésie d'explosion de sang, le mouvement que son professeur Lu lui a demandé de maîtriser. L'attaque atterrit proprement, envoyant Jiang de l'adolescent jaune voler hors du ring. Fang brise l'arme de Jiang et le fait concéder, remportant le match en un rien de temps. La foule éclate et Fang aide son adversaire à se relever. Fuku s'emballe, pensant que Fang le laissera partir ensuite. Mais au moment où l'hôte le demande, ses espoirs s'effondrent lorsque Fang décide de continuer. Le gars de l'équipe jaune baisse la tête et s'excuse auprès de son capitaine pour avoir perdu son sang-froid. Mais le capitaine le rassure en lui disant qu'il a réussi à forcer Fang à révéler son atout et un artiste martial du niveau de Fang. Je ne devrais pas être capable de réaliser un tel mouvement à nouveau sans avoir le temps de récupérer. Juste à ce moment-là, Fang prend 2 pilules énergétiques, essayant clairement de couvrir ses traces, et cela fonctionne. Le capitaine estime que même 5 pilules n'aideraient pas quelqu'un à récupérer aussi vite. Mais soudain, l'hôte annonce que l'énergie de Fang a non seulement récupéré, mais est plus forte qu'avant, le tout en moins de 20 secondes. Les grands maîtres qui regardent d'en haut commencent à murmurer. Je me rends compte que ce gamin doit avoir un physique monstrueux pour absorber des pilules aussi rapidement. Le capitaine de l'équipe jaune se tourne vers son deuxième membre, Chen, et lui dit de viser le bas du corps de Fang, car cela pourrait être sa seule chance de gagner. Avec cela, le deuxième tour commence, et Chen plonge sans même attendre une présentation. La bataille fait rage jusqu'au moment où Chen commence à sentir qu'il a le dessus. Fang lance un coup de pied en 2 étapes et le met KO, lui assurant une deuxième victoire consécutive. La foule est en délire, et lorsque l'animateur lui demande s'il veut toujours continuer, Fang fait un simple signe de tête. C'est à ce moment-là que le capitaine de l'équipe jaune WB réalise qu'il a fait une erreur en sous-estimant ce gars. Ne voulant pas laisser à Fang le temps de récupérer, il saute immédiatement dans l'arène et lance une attaque à pleine puissance. Fang esquive à peine et se plaint de ne même pas encore avoir pu prendre ses pilules. Un autre combat intense éclate, mais Fang étourdit une fois de plus tout le monde en réalisant quelque chose de complètement inattendu. Il utilise l'état de ponçage du vide et plane dans les airs comme s'il volait. Même sa propre équipe et les invités d'honneur qui regardent d'en haut se demandent quand diable il a eu le temps de s'entraîner pour tout ça. Fang atterrit sur le sol avec désinvolture, affirmant que ce sera une victoire facile. Puis il plonge dans un duel flashy avec W-Bin. Pendant un instant, cela ressemble carrément à une confrontation de Beyblade avec la vitesse à laquelle il tourne dans l'arène. Et puis les choses deviennent beaucoup plus intenses. Wee-Bin se renforce en utilisant une technique de niveau super-héros et l'impact pur de celle-ci rend le gars tornu, révélant un corps fin et musclé qui rend la foule folle. Fang essaie d'interrompre le mouvement au milieu de la charge, mais n'arrive même pas à faire tressaillir le gars. La bête torse nu l'enferme à nouveau et l'affrontement devient mythique. Wee-Bin se transforme en un lion spirituel rugissant, tandis que Fang prend la forme d'un féroce phénix bleuâtre. Leurs mouvements s'épuisent mutuellement à chaque coup.
La sœur de WB regarde le match à la télévision, encourageant nerveusement son frère. Les deux équipes se lancent dans un dernier combat. Toute l'arène retient son souffle, et lorsque la poussière retombe, c'est Fang qui est toujours debout. Il remporte le 3e tour par défaut, alors que les points de vie de WB tombent à 0, remportant une autre victoire insensée. Le lendemain, l'annonceur révèle les confrontations et annonce que l'équipe rouge de Jin affrontera ensuite l'équipe représentant Mo. Plus tard, dans les vestiaires, Fang demande à Tang pourquoi il ne se bat pas. Et Tang explique que seuls 5 joueurs sont autorisés à participer au match, et comme il a déjà montré toutes ses astuces, il est temps pour les autres de garder leurs cartes proches. Le reste du groupe insiste sur le fait qu'ils n'ont pas peur des faibles de Jinwoo, mais Tang rétorque qu'ils doivent garder leur vraie force pour la finale. La dame le soutient, ajoutant qu'ils n'ont toujours pas vu de quoi l'équipe ennemie est pleinement capable. Finalement, Tang laisse la décision à Fang, qui choisit de respecter les conseils de l'instructeur. Ceci étant réglé, l'équipe se dirige vers l'arène avec seulement 5 membres sélectionnés. La sœur de Fang et l'équipe adverse sont stupéfaites par son absence inattendue. Fu encourage Shumi avec quelques discours d'encouragement et se vante qu'il est sur le point de rôtir Hanshu en utilisant les arts du dragon de sa famille. Juste à ce moment-là, Fang entre dans l'arène et dit à son copain de rester concentré et de détruire l'ennemi. Juste après, le premier match démarre avec Sum qui intervient pour affronter Shuji de Jinwoo, qui n'a pas perdu un seul round depuis 6 matchs consécutifs. Ils s'inclinent et se présentent avant le début du combat. Et Shuji se jette instantanément sur elle avec sa lance, frappant fort et vite. Sumi le bloque avec ses bras nus pendant un moment, mais est envoyé voler lorsqu'il s'avère qu'il cachait sa véritable force depuis le début. Kumi revient dans le combat pour prouver qu'elle ne se laissera pas faire facilement. Mais les coups commencent à s'accumuler, tandis que le capitaine ennemi explique que Shuji a accumulé suffisamment de points pour lancer 5 coups à pleine puissance comme celui qu'il a envoyé voler. Shuji comble l'écart en un éclair et encaisse son 2e coup de plein fouet. Ses os tremblent violemment tandis qu'elle parvient à le repousser. Il récupère cependant rapidement et tire une 3e explosion à pleine puissance qui brise ses os comme des brindilles et efface 60 points de vie. Sa durabilité ridicule commence à énerver à la fois le capitaine et Shuji. Alors, il revient avec une autre attaque à pleine puissance destinée à l'achever. Juste au moment où il pense avoir gagné, Tumi le prend au dépourvu en crachant une flèche de sang directement au visage. Avec lui aveuglé, ils s'affrontent comme Naruto et Sasuke alors qu'il fait tapis. Elle finit par un coup de pied dans les couilles, tellement méchant que même Mike Tyson pleurerait. Tous les gars sur le ring tressaillent en silence alors que Shumi a déclaré le vainqueur du premier round. Lorsque Fang entend parler de ses os cassés, ce qui la met hors service pendant 3 mois entiers, elle est sérieusement en colère et commence à se demander s'il est même logique de continuer à se retenir. Pendant ce temps, Fuse s'est enflammé et n'a pas perdu de temps pour sauter sur le ring pour affronter Hansu. Alors qu'il charge, Ashu apparaît soudainement derrière lui avec ce mouvement de pas fantôme sournois et essaie de porter un coup surprise, mais Fu contre-attaque en douceur avec une frappe arrière nette. Shu ne lâche rien et enchaîne avec une force brute, faisant exploser Fu comme s'il n'était rien et le faisant cracher du sang. Fu sort la technique de la lance de la famille Lu et lance un dragon sur Su, qui le dévie avec désinvolture comme si ce n'était pas grave. Alors que tous les yeux suivent l'attaque, volant vers la foule, Fu saisit l'occasion de surprendre Xu avec un coup de poing qui fait perdre quelques dents, mais Su rebondit rapidement et termine le match avec un contre-propre. Alors que Fu s'éloigne, il fait rire tout le monde, puis laisse Shielman motivé à prendre le relais. Elle charge Su à main nue, et pour l'égaler, il laisse tomber son arme pour la frapper à coups de poing. Lorsqu'elle lance un coup de poing, il l'attrape facilement, puis arrête son coup de pied sournois avec ses quadriceps solides comme le roc et surprend tout le monde. Mais ensuite, elle claque son front contre le sien. Et cela fonctionne à merveille, puisque personne à leur niveau ne tempère le crâne. Elle revient vers lui avec un coup de pied à la Jackie Chan qu'il contre, avec un coup de poignard brutal à l'épaule. Mais Shaoman prouve qu'elle est toujours la patronne, en écrasant une fois de plus sa ligne de cheveux en recul sur son dôme fissuré. Avec cela, Jimou envoie son 3e combattant qui affronte Jaleh. Pendant ce temps, Wang et Chin sont en fuite après que Wang ait volé un cristal géant pour obtenir des ressources dans le cadre d'une mission visant à devenir suffisamment fort pour sauver son mentor. De retour dans l'arène, Jalai donne tout ce qu'il a,
mais l'adversaire esquive facilement chaque mouvement et le met KO sans même essayer. Juste après, le même gars se moque du dernier membre de l'équipe de Fang pour qu'il fasse un mouvement et le frappe négligemment au sol, mettant fin au tir de Mo, la finale. Alors que le gars s'éloigne en riant et allume un feu à l'intérieur de Fang. Après avoir été détruit par Jingwu, Fang Ping fait un mouvement sournois et parvient à attirer Lee Zaku et Sao Yakai dans une formation en triangle. D'une manière ou d'une autre, ils ont battu la Wu University Alliance lors du tour éliminatoire, saisissant une dernière chance de remporter la compétition. La plupart des membres de l'équipe finissent par rester allongés comme des guerriers à moitié morts sur des lits d'hôpital. C'est à ce moment-là que la tête de lion apparaît et commence à prononcer un discours de battage médiatique classique. Il dit à Fang de motiver l'équipe et Fang intervient pour le faire. Un gars demande à Maître Tang qui seront les 3 derniers combattants, mais Tang laisse le choix à Fang. C'est à ce moment-là que Young-si prend la parole et demande une chance. Son maître n'est pas très enthousiaste à ce sujet, mais Fang la soutient et la choisit pour affronter Jin Lele. Le match entre Mu et Jingwu déclenche une tempête en ligne, les fans du monde entier débattant pour savoir pour qui encourager. Le taux de soutien de Mu commence à chuter rapidement, mais avant que quiconque puisse cligner des yeux, la première composition est annoncée et Jin Lei affronte Zhang de Jingmu. Tous deux entrent comme des boxeurs professionnels et après une brève introduction formelle, Jin ne perd pas de temps et fonce droit dessus. John se prépare à un affrontement frontal, mais de nulle part, Jin se glisse juste sous lui, se ralentissant en faisant glisser ses gants sur le sol pour créer des frictions. Il change de direction en plein mouvement et frappe par derrière, révélant que la vitesse et l'agilité sont ses armes secrètes. John est durement touché et commence à saigner, mais le grand gars se renforce et renverse soudainement le combat juste au moment où Jin semble proche de la victoire, assurant la première victoire pour Jingwu. Il reste également pour le deuxième tour, agissant de manière tape à l'œil. Et c'est là que Chen Yangxi intervient. En entrant, elle s'inquiète pour le gars et lui dit qu'il devrait probablement rester assis cette fois-ci. Mais John la sous-estime, pensant qu'elle n'est qu'une fille délicate, et lui tire un coup de canon brutal qui la met presque KO. Mais juste au moment où l'autre s'apprête à le dire, un miracle se produit. Sa pilule revitalisante fait effet, et elle se relève du sol, remportant la manche par défaut, alors que Jean s'effondre d'épuisement. Le score étant à égalité, Fang Wangying apparaît ensuite, sautant toutes les présentations et se déchaînant avec ses coups de poing. Yang arrête enfin de se retenir et se lance à fond dans son mouvement de combat de niveau intermédiaire, appelé les 18 coups de pied de liaison. Chacun atterrit durement et déséquilibre Fang Wenxing. Mais avant qu'elle puisse terminer le combo, le gars lui attrape la jambe et la claque au sol. Puis elle commence à utiliser une technique cachée de la famille Dongfang qui semble pouvoir la tuer sur le champ. Juste à temps, Fang Ping intervient et bloque l'attaque, la sauvant et concédant le round. Il affronte ensuite l'autre Fang et l'humilie absolument pour avoir même pensé qu'il pourrait gagner dans un état aussi épuisé. Ceci étant dit, il est temps pour la bataille finale entre les capitaines d'équipe. Hansu s'avance et se lance dans un combat rapide contre Fang, qui tente à nouveau sa frénésie de sang, mais Ham contre-attaque avec un mouvement de son cru, l'arrêtant en plein vol. Alors que Han prend le dessus, le commentateur essaie de dire des bêtises, mais Fang le fait taire au milieu du combat, lui montrant clairement qu'il n'est pas celui qui est dominé. Fang divise alors à nouveau son arme et tente un autre mouvement puissant, mais Han le voit à travers et lui assène un coup violent qui le blesse. Fang fait rapidement semblant de prendre des pits et utilise secrètement son système pour restaurer son énergie, prêt pour le prochain tour. Pendant ce temps, Senior Wang et Chin sont allongés sur leur lit d'hôpital, leurs os étant encore en train de guérir, discutant du fait qu'il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de retrouver autant de vitalité, simplement en avalant un tas de pilules. De retour dans l'arène, Hugh charge et déclenche une tempête d'attaque directement sur notre garçon, allant jusqu'au bout et claquant Fang au sol, le laissant battu et à peine en mouvement. Juste au moment où tout semble terminé, Fang se retrouve soudainement flottant dans une lumière bleu verdâtre au sommet de la statue du système. Il commence à réfléchir sérieusement, cherchant n'importe quel moyen possible de renverser ce combat sans espoir, puis de nulle part, il récupère complètement, donnant l'impression qu'il vient d'utiliser une pilule de retour à la vie. Han lui dit que sa vieille technique de frénésie ne l'aidera pas, mais Fang refuse de reculer.
Il riposte avec un nouveau mouvement appelé Tiger Breaks the Army et l'enchaîne avec des coups plus brutaux, renversant finalement la tendance et remportant la victoire. Cela marque la fin de la compétition de 3 jours avec la victoire écrasante de Fang contre Tu lui rapportant des tonnes de prix, et l'annonceur déclare qu'ils se retrouveront pour la deuxième partie après les vacances du Nouvel An. Pendant ce temps, Fang apprend à ne plus prendre la compétition à la légère, alors il utilise chaque seconde pour s'entraîner dur et devenir plus fort sans dépendre du système. Plus tard dans la journée, Fang part avec sa sœur et l'équipe du dortoir alors qu'ils rentrent tous chez eux, discutant de la nécessité de le suivre s'ils ne veulent pas prendre du retard. En chemin, il coince le gros gourmand au sujet de cette soi-disant couverture exclusive qu'il n'a jamais donnée et exige une part équitable de ses bénéfices en guise de revanche, ce qui fait que le gars se mouille pratiquement avant de s'enfuir. À ce moment-là, quelques-uns et les autres le rattrapent, et son ami dit qu'il est complètement guéri. Weximan sourit et dit que toute personne qui n'est pas au 2e rang au début de l'école est officiellement gay, lançant un regard pointu à Young. Sur ce, ils échangent tous des au revoir et Fang se dirige vers le train. À bord, sa sœur est surprise qu'il ne soit classé que 6e du tournoi, mais il hausse les épaules, disant que cela n'a pas d'importance puisqu'il s'est faufilé dans la salle de contrôle et a découvert qu'il est en fait 2e rang maintenant, et époustoufle ses camarades de classe. Bien qu'il soit excité, il dit à tout le monde de garder le silence pour le moment. Son camarade de classe plaisante en disant qu'il rattrape Wine, mais Fang rétorque que Wang vise déjà la 4e place. Et comme ça, il est à nouveau motivé pour continuer à courir après les traces de son grand frère. Fang se sent heureux sur le chemin du retour, voyant les festivités et comment rien ne semble avoir changé. Il donne son autographe à quelques enfants dans la rue, et la journée se termine par des retrouvailles réconfortantes avec ses parents. Le lendemain matin, il part en promenade lorsque l'agent qui a emmené le chasseur de primes le salue et mentionne avec désinvolture son rôle dans la défaite de Hang Bin et l'obtention des meilleures notes dans la compétition d'arts martiaux. La ville a décidé de le soutenir en lui offrant son propre studio dans le quartier chic où sa sœur va à l'école, ce qui laisse Fang sans voix. Il appelle rapidement Wong pour lui demander pourquoi il n'a pas réclamé sa part alors qu'il a contribué le plus. Mais le fermier Dora Senior dit qu'il n'en a pas besoin et souligne que Fang peut utiliser l'espace supplémentaire pour s'entraîner librement sans déranger sa famille. Fang lui offre un repas pour le remercier. Wong dit qu'il est enterré sous le travail et promet qu'ils se rattraperont bientôt. Avec cela, Fang emménage dans l'appartement de classe Gucha avec sa famille et ils s'installent ensemble, remplissant l'endroit d'une énergie relaxante alors que les vacances du Nouvel An arrivent. Après les vacances, Fang partage qu'il est classé 2e et choque tout le monde. Juste à ce moment-là, un vieil ami l'appelle pour l'inviter à Nanwu et il accepte car cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Wong. FS à propos et Fang dit qu'ils peuvent tous venir aussi, ce qui rend tout le monde excité pour le voyage. Alors que l'équipe arrive à Nanwither, elle est impressionnée par l'élégance et la propreté de l'endroit. L'ambiance paisible amène même les femmes à dire à quel point cela les apaise, mais le moment ne dure pas longtemps car un fauteur de troubles fait irruption, jurant et essayant de provoquer un drame. Juste à ce moment-là, arrive et accueille chaleureusement son cadet Fang, ainsi que le reste du groupe à la prestigieuse université Wu de Nanjing. Il demande nonchalamment à Fang s'il a déjà atteint le sommet du 2e niveau, puis lui lance une suggestion enjouée, selon laquelle il veut que Fang humilie l'homme avec des étudiants de la même manière qu'il l'a fait avec Mo lors de sa visite là-bas. Wang explique que les étudiants ici sont devenus un peu trop à l'aise et qu'ils auraient besoin d'un signal d'alarme pour raviver leur motivation. En résumé, il invite Fang à se joindre à un match simulé de 2e niveau contre l'équipe de Nanyu. Bien que Fang essaie initialement de refuser, ses coéquipiers sont enthousiasmés par cette idée. Et avec Wong qui adoucit l'affaire en lui offrant quelques pilules en guise de récompense, notre garçon finit par céder et accepte. Fang appelle son maître à face de Lion Tang et essaie de le convaincre de lui envoyer environ 50 pilules de 2e niveau. Tang explose instantanément de colère face à cette demande scandaleuse, mais accepte finalement d'envoyer un lot de pilules de 1er niveau, ainsi que 5 pilules de 2e niveau. Pour motiver ses camarades de classe, Wang suggère audacieusement au directeur d'expulser 90% des élèves de NAMW s'ils échouent contre les élèves récemment promus de 2e niveau de MOU.
Il soutient que cela permettrait à l'école de concentrer ses ressources sur la formation d'une poignée de guerriers d'élite qui ont réellement la volonté de se battre au lieu de perdre du temps avec des fainéants démotivés. La proposition provoque un tollé à travers Nanu. Le directeur accepte, de manière surprenante, sans trop d'hésitation. Wang énonce ensuite les règles de la bataille simulée qui sont aussi simples que le vainqueur reste. Le perdant part et le dernier debout sera déclaré vainqueur. Alors que la tension monte dans l'air, le combat éclate alors que Chen Gi, l'étudiant de 3e année de Nanu, affronte Xiao Lele, l'étudiant de 1re année de Mo. Cependant, le match s'avère être un jeu d'enfant pour Xiao puisqu'il remporte la victoire sans effort. Choisissant de ne pas faire un autre round, il se retire et Fang s'attache pour le 2e combat, tenant sa promesse envers Senior Wang. Dès que Fang monte sur scène, une vague d'agitation éclate à travers Namu, les étudiants bourdonnant d'incrédulité, se demandant comment ce type a réussi à monter de niveau si vite. Pour lui faire face, Li Tilank intervient. Fang la provoque immédiatement en plaisantant que son nom signifie essentiellement feuille de légumes pourries, ce qui fait que Lan se précipite vers notre garçon avec fureur. Elle devient agressive, mais Fang joue avec elle sans effort, et juste au moment où elle se moque de lui parce qu'il court comme un chat effrayé, il renverse le scénario et la fait tomber de la scène, la forçant à fuir et à abandonner. Ensuite, un gars aux cheveux gais entre dans l'arène. Mais avant même qu'il puisse se présenter, Fang l'interrompt, disant qu'il ne prend pas la peine de se souvenir des faibles. Ce combat se termine en un rien de temps, et un nouveau challenger intervient alors, brûlant de flammes rouges vives. Fang admet que ce type ressemble à un véritable adversaire et jette son arme de côté, à main nue. Ses poings commencent à saigner à chaque coup, mais l'adversaire bronche à peine, se débarrassant simplement de l'impact. Cette fois, la bataille dure vraiment un bon moment. Et comme Fang a joué tout le temps, il finit par se retrouver dans une situation difficile. La technique du cheval fougueux de son adversaire le clouille au sol, laissant notre garçon acculé avec à peine de la place pour bouger. Fang encaisse le coup de plein fouet et se fait exploser, ressemblant à des morceaux brûlés, mais se relève quand même et se jette sur son ennemi qui le cloue d'un coup de poing dans le ventre. Désespéré, il lance toutes les attaques qu'il connaît dans une frénésie sauvage. Alors qu'ils continuent à échanger des coups, tout le monde commence à s'inquiéter. Les deux hommes déchaînent alors toute leur énergie et s'entrechoquent si fort que la foule grimace. Juste au moment où ils semblent de près à s'arrêter, Fang est à court d'énergie, alors il claque sa tête contre le crâne de Kong encore et l'achève comme un chien enragé, puis crie au prochain déchet de le faire venir. Wang intervient et lui dit qu'il en a assez fait, puis crie à la foule, demandant si quelqu'un ose le défier. Quand personne ne répond, il trouve dégoûtant qu'ils soient devenus faibles et leur dit de reconquérir leur honneur en écrasant la racaille de la foule, ce qui enflamme la foule, comme Wang l'avait prévu depuis le début. Le lendemain à l'école, Fang entre dans le bâtiment d'entraînement. Le professeur Lu lui dit de se retrouver à l'endroit où il voit Qin écraser complètement un gars et lancer l'autre contre le plafond comme une balle de baseball. Un PNJ du niveau de Fang défie ensuite Qin, qui montre la puissance du 3e rang sans être perturbé, même par des coups de pied dans son entrejambe dure comme de l'acier. Après s'être montré, Qin repère Fang et dit au dernier gars debout que son junior préféré se battra à sa place, mais le professeur Lu le lance contre le mur avec un coup de poing brutal pour avoir détruit la propriété de l'école. Elle dit à Fang de la suivre et ignore complètement le garçon à moitié mort et vif. En marchant, elle explique les installations d'entraînement destinées aux percés. Et dans la salle d'attente, elle explique comment les guerriers de 3e rang comme Hin sont fondamentalement du titane partout avec un cerveau. Pour atteindre ce niveau, Fang doit affiner non seulement ses os, mais chaque centimètre de son corps pour obtenir le genre de puissance insensée du 3e rang qui lui permettrait de tuer quelqu'un comme Bruchon en un coup. Avec cela, le gars au comptoir arnaque Fang de tous ses points sans aucune marge de négociation. Et Fang se dirige vers la salle d'entraînement. Après s'être assis, il se concentre comme s'il était possédé et ses yeux brillent comme Superman, tandis que ses points de vitalité chutent et qu'une aura monstrueuse l'entoure comme Goku sous stéroïdes, laissant Luz stupéfait alors qu'elle réalise qu'il pourrait en fait être un futur maître. Ses méridiens s'alignent si vite que même Fang est choqué par sa percée soudaine. Il dit que ses énergies bombardent et demande à son mentor quelques-unes des bonnes pilules, mais elle lui dit de continuer à rêver.
Cette nuit-là, le geyser doré devient anxieux puisque Bai et les autres ne sont toujours pas revenus de leur mission secrète dans le métro, et bientôt, ils devront tout avouer. Le directeur décide d'envoyer tous les combattants de second rang, se demandant tranquillement si les jours paisibles de l'humanité sont en train de se terminer. Pendant ce temps, Fang se dirige vers son premier cours souterrain lorsque Young appelle soudainement et demande s'il a vu son professeur, Ba. Juste à ce moment-là, quelqu'un annonce que les survivants ont atteint la porte sud. Là, 2 camions arrivent lentement et les infirmières commencent à décharger les corps sans vie dans un silence pesant. Yangtze repère enfin son mentor et sourit jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il ne reste plus qu'une chemise déchirée et trempée de sang là où se trouvait son bras gauche. Alors que les étudiants restent figés par ce qui vient de se passer, le geyser doré et quelques autres maîtres flottent d'en haut. Il a l'air un peu sombre, mais essaie quand même d'alléger l'ambiance en disant que le simple fait de revenir vivant est suffisant. Ba se tourne vers Lou et lui demande de prendre en charge la formation de Young, ce qui fait pleurer la pauvre fille alors qu'elle demande si son maître ne veut plus lui enseigner. Lou explique doucement que Ba a subi de graves blessures internes et qu'il lui faudra au moins 2 à 3 ans pour se rétablir. Juste à ce moment-là, un autre gars descend du bus et annonce que les forces souterraines de Lanceway se sont rebellées, leur coûtant la vie de 6 précieux météores. Le Golden Hear s'avance et lui ordonne d'organiser des enterrements appropriés et de prendre bien soin des familles du héros. En regardant tout cela se dérouler, Fang est complètement perdu et se demande ce qu'est réellement cette activité souterraine et quel secret ce soi-disant endroit recèle réellement. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, tout le monde se rassemble devant les tombes des puissants héros qui ont perdu la vie pour la noble cause et lève les coudes en guise de salut avant d'éclater en sanglots. Le lendemain, la mentor enseigne aux étudiants tous les détails nécessaires sur les cavernes souterraines. Elle explique que la première entrée documentée des cavernes a été découverte il y a environ 800 ans, lorsqu'un tremblement de terre massif a frappé Sich et que le sol s'est fissuré, causant de nombreuses victimes. Les chroniques d'origine révèlent que le premier portail s'est ouvert purement par accident et a permis aux créatures souterraines d'apprendre l'existence du monde d'en haut avec des pouvoirs dépassant ceux d'un guerrier de 9e rang et allant au-delà des capacités humaines. Fang a demandé au professeur pourquoi il ne pouvait ne pas simplement passer par la porte, et elle lui a répondu que briser l'isolement spatial aurait un coût extrême, bien que des recherches récentes indiquent que c'est progressivement depuis l'apparition du premier portail. Elle ajoute qu'il existe actuellement 22 passerelles qui ne sont pas interconnectées et que des informations supplémentaires restent hors de portée, tout en notant que le nombre d'êtres souterrains dépasse de loin celui de l'humanité et que la zone recèle des ressources extrêmement précieuses. Après le cours, Bi s'approche à nouveau de Maître Lou, la suppliant de prendre Yoongi comme élève. Lou hésite un instant mais accepte finalement de donner une chance à la fille, puis demande gentiment à Bi de partir en raison de sa santé déclinante. Alors que Bi s'éloigne, Lou se tourne un peu sévèrement vers Young, l'accusant de gaspiller des ressources. Fang intervient pour la défendre, mais Lou tourne rapidement son attention vers lui, se demandant pourquoi il n'a trempé que 6 pièces jusqu'à présent. Fang verse ses plus belles larmes de crocodile, affirmant que sa famille est trop vieille et qu'il dépend fortement de ces pièces pour progresser. En entendant cela, Luz s'adoucit et lui offre quelques ressources avant de lui remettre un parchemin. Elle lui dit d'attendre à l'entrée du quartier sud et de le passer à un vieil homme aux cheveux blancs sortant du métro. Elle demande également à Fang de dire à l'homme que sa fille l'aime toujours et qu'elle devrait rester à ses côtés. Dès que Fang se voit promettre suffisamment de ressources pour se sentir riche, il se précipite directement vers le commerçant, se vantant fièrement d'avoir désormais plus de 1000 crédits. Il exige en échange une pilule de vitalité de 3e ordre, de la meilleure qualité. Le vieil homme qui dirige le magasin comprend rapidement que c'est Lou qui lui a donné autant de points. Et quand il demande avec curiosité ce que Fang a dû faire pour eux, Fang lui remet joyeusement le parchemin. Le vieux geyser jette un coup d'œil et marmonne que la personne mentionnée n'est pas seulement son mentor, mais aussi son ennemi juré, nul autre que le seigneur du royaume de 9 degrés dans la grotte de Modu. Fang se fige, réalisant qu'il a été joué comme un clown. Alors que la nuit tombe, Fang s'accroupit dans les buissons avec ses amis lorsqu'ils aperçoivent un mouvement près de l'entrée. Fang soupçonne que cette personne pourrait être le père de ces hommes, et juste au moment où l'homme aux longs cheveux blancs apparaît, Fu s'avance et lui remet la lettre disant que Lou lui manque.
Le vieil homme lève les yeux et demande confirmation. Alors, notre garçon sort de sa cachette et hoche la tête. Sans un mot, l'aîné aux cheveux blancs envoie Fang voler d'un coup sec et disparaît sur place, laissant Fu figé, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Le lendemain, Fu explique à Fang que le gars contre lequel il s'est battu la nuit dernière n'était autre que le roi serpent Wukusan, classé 47e et directeur adjoint de Mo. Il dissipe la confusion en disant que l'homme n'était pas le père de Lou, mais son mari, et qu'ils avaient même eu une fille ensemble. Fu ajoute que selon son père, le directeur Wu aurait un jour entraîné sa fille dans une mission souterraine et aurait fini par la perdre, forcé de la regarder mourir, impuissant. Plus tard, alors que Fang est en pleine formation, son mentor et le directeur adjoint arrivent chez le commerçant, le roi serpent regarde attentivement avec surprise quand Fang utilise son énergie mentale pour capturer des particules d'énergie, quelque chose que seuls les guerriers de 6e niveau peuvent généralement faire, même si Fang n'est qu'au 3e niveau. En voyant cette démonstration miraculeuse, les mentors réalisent rapidement que leur élève est l'un de ces rares et puissants guerriers mutants. Une fois terminé, Fang annonce joyeusement qu'il a atteint le sommet du 3e niveau, gagnant l'approbation de son maître. Elle lui dit de revenir plus tard pour qu'elle puisse lui enseigner des techniques avancées. Le lendemain, Fang commence une séance d'entraînement intense sous la direction de Maître Lou. Enfin, le grand jour arrive et tous les jeunes étudiants se préparent pour leur descente dans l'underground. Leurs mentors et les geysers dorés se présentent pour les saluer, leur prodiguant des mots d'encouragement et leur rappelant le devoir et la responsabilité qu'ils portent dans ce voyage vers le repère. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, les anciens leur font leurs adieux, espérant les voir revenir en un seul morceau. Une fois arrivés à destination, Tang Fang dit à tout le monde de prendre leurs affaires essentielles et les escouades se dirigent ensemble vers le poste de contrôle militaire, où il montre son permis à un soldat clairement à égalité avec lui. Avec cela, tout le monde se dirige vers la salle de mission souterraine où des guerriers du monde entier se rassemblent pour échanger du butin contre des objets utiles. Après cela, ils se dirigent vers la grande porte en alliage qui sépare la base du sous-sol construit pour arrêter toute chance d'invasion. Après qu'un type ressemblant à Jack Sparrow leur ait accordé l'accès, il dit à Fang de ne pas se retrouver vivant, et Tang explique que la porte ne laisse passer qu'une seule personne à la fois. Alors que le groupe se dirige vers une pièce où il monte les escaliers vers un vortex rouge effrayant, Fang s'approche et glisse son bras à l'intérieur, effrayant tout le monde en prétendant qu'il s'est cassé, avant d'admettre qu'il a réagi de manière excessive. Cela rend Salia tellement folle qu'elle lui donne un coup de pied à la manière de Chuck Norris directement dans le passage interdimensionnel entièrement composé de particules d'énergie. Alors que Fang envisage de les absorber tous, Tang l'avertit rapidement de se calmer sinon il fera s'effondrer tout le passage, puis explique que la porte devient instable à mesure que chaque jour passe. Et si la Terre se connecte directement au sous-sol et qu'ils ne parviennent pas à maintenir la ligne, l'humanité est finie, Fang se rend compte que cela piégerait tous ceux qui sont déjà à l'intérieur sans aucune chance de retour, pas même leur corps. Et avec cette pensée lourde, tout le monde se dirige vers l'intérieur. À l'intérieur, Tang leur présente une puissance de 6e rang du général clandestin qui prend les devants et les guide jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit délabré appelé Hope City, qui est à peine maintenu avec le strict minimum pour que les artistes martiaux puissent y vivre. Le général Exu poursuit en expliquant que Taiman City lance des opérations militaires contre Hope City plusieurs fois par an et qu'ils ont toujours été sur la défensive jusqu'à présent. Mais cette fois, il dit qu'il est temps pour Hope City de riposter. Le plan est d'envoyer des escouades dispersées de guerriers pour éliminer les petites unités ennemies entourant la zone. Il prévient les étudiants qu'il s'agit d'une véritable bataille de vie ou de mort, tout en leur précisant que leur première tâche consiste simplement à se familiariser avec le terrain et à suivre les ordres mot pour mot dans la clandestinité. Alors qu'ils quittent la ville, Tang expose les dures vérités de la clandestinité, brossant un tableau sombre de ce qui les attend. De plus en plus impatient, il dit soudain qu'il va approfondir les 3e rangs tout seul et leur dit avec un visage sérieux qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avancer lentement et que les étudiants devront se débrouiller seuls une fois qu'il les aura amenés dans la nature. Fang soutient que c'est trop risqué pour son groupe, mais Tang rétorque qu'il devrait partir seul s'il est si inquiet et se battre au lieu de simplement flâner.
Fang rétorque que c'est la première fois qu'il vient ici, mais Tang l'interrompt et lui demande pourquoi un guerrier de 3e rang est si effrayé et s'il est vraiment heureux de montrer sa force devant des camarades de classe inférieure. Alors que son mentor, Wang, affrontait déjà des monstres de 4e rang au même niveau comme un vrai guerrier. Tang le qualifie de grande déception et de gaspillage de talent. Il refuse de reconnaître, rappelant à Fang que son but est de servir l'humanité. Fang répond qu'il n'a pas peur de risquer sa vie. Alors, Tang le met au défi de le prouver et s'en va avec les autres étudiants. Plus tard, alors que le guide avertit tout le monde de rester à proximité, Yoongi remarque qu'elle n'a pas vu Fang depuis un moment avant qu'il ne réalise qu'il a disparu depuis un certain temps. Lors de son détour, Fang se rend vite compte qu'il est complètement bloqué lorsqu'un habitant des cavernes surgit soudainement des buissons avec une attaque surprise à la manière d'Assassin's Creed. Il sort son arme, mais la créature se retire dans les hautes herbes. Restant vif, Fang s'adapte à son environnement et déclenche une explosion d'énergie qui le détruit instantanément. Il est surpris de leur apparence humaine et vérifie sa plaque d'identité, qui porte la marque de Taiman City, puis arrache une pierre d'énergie du cadavre. Alors qu'il recule, un trio de guerriers apparaît pour vérifier le corps. Mais lorsqu'on incline légèrement la tête dans la direction de Fang, on se rend compte que le jeu est terminé. Alors que les guerriers chargent Fang avec les armes dégainées, notre garçon entre en action et lance une attaque qui est instantanément déviée. Sans perdre une seconde, il se précipite dans la direction opposée, se précipitant à travers les arbres comme un singe. Le trio le poursuit, et bien que Fang essaie de frapper en plein vol, aucune de ses attaques n'atterrit. Conscient que l'attaque ne suffira pas, il canalise son énergie dans ses jambes pour augmenter sa vitesse et son agilité. Alors que Fang est occupé à échapper au trio sanguinaire, le doyen et les autres craignent qu'il ne s'éloigne trop, compliquant ainsi la mission. Heureusement, Fang parvient à s'occuper du trio. Mais alors qu'il est sur le point de reprendre son souffle, un renard massif à la peau de léopard et au corps doré brillant, connu sous le nom de roi de la rusée lin, lui bloque le chemin. Avant que Fang ne puisse réagir, le trio essaie de lui sauter dessus d'en haut, espérant le prendre au dépourvu. Mais dès qu'il repère le renard, il tente de fuir. Mais le rusé Lin aspire jusqu'au dernier morceau de leur énergie, posant son regard affamé sur notre garçon comme sa prochaine collation savoureuse. Au moment où le renard rusé s'avance, Fang commence à se demander si c'est la fin pour lui. Mais tout à coup, la bête le renifle. Fang se rend vite compte qu'il a dû sentir l'odeur de la pierre verte qu'il transportait. Et dans un geste désespéré pour sauver sa peau, il le jette sans réfléchir à 2 fois. Le renard semble tomber dans le piège et engloutit cette pierre ridiculement chère. Mais juste au moment où Fang commence à penser qu'il a fait une erreur, la bête le regarde dans les yeux et commence à le vider à une vitesse terrifiante. Pendant ce temps, le doyen de l'école regarde autour de la forêt, espérant que Fang n'a pas fait quelque chose d'aussi stupide que d'entrer dans la tanière du renard parce qu'il connaît le danger et se rend compte que cette créature rusée est sur le point de percer jusqu'au 8e niveau, ce qui en ferait un cauchemar absolu à gérer. À ce moment-là, le renard arrête soudainement de consommer plus d'énergie et se retourne nonchalamment pour se recoucher à son endroit habituel pour dormir. Après avoir gaspillé 14 millions de points d'art martial et vidé chaque pierre d'énergie, il avait des boulons de croque de la zone, promettant au roi renard qu'il reviendrait avec des repas encore plus savoureux comme ses guerriers. Et juste au moment où il saute hors du territoire, riant comme un fou de la façon dont il a réellement survécu, 4 guerriers apparaissent juste devant lui. Sans perdre une seconde, notre guide les attire directement vers le renard. Et une fois que la bête a dévoré ses nouvelles collations fraîches, Fang se lance à nouveau dans une autre course d'évasion folle. Quelque temps plus tard, Fang rencontre un groupe de guerriers complètement différents qui ne ressemblent en rien à ceux d'avant. Et quand il aperçoit le totem qu'il porte, quelque chose à ce sujet lui semble étrangement familier, et il commence à se demander s'il prévoit d'attaquer Hope City. Décidant qu'il doit avertir la ville rapidement, Fang décide de se précipiter, mais le seul moyen de sortir est de traverser le territoire du roi renard. Sachant cela, il retourne à l'endroit où se trouve la bête et constate qu'elle a déjà fini de grignoter tous les soldats. Réalisant qu'il ne peut rien faire d'autre, Fang reste là, laissant la bête drainer à nouveau son énergie. En regardant autour de lui, il aperçoit un gantelet posé près de l'un des guerriers et le montre au roi renard, lui demandant s'il peut le prendre pour qu'il puisse chasser plus de repas pour lui.
À sa grande surprise, l'objet lui donne plus de 6 millions de points et il commence à se demander si en collecter davantage pourrait améliorer son système. Avec l'approbation du roi renard, Granity repart une fois de plus. Et à ce moment-là, Fang a pratiquement transformé cette puissante bête en son propre code de triche personnel. Après avoir récupéré suffisamment de butin sur tous les guerriers tombés au combat, il repart, prêt pour le prochain mouvement. Pendant ce temps, Lou arrive et découvre que son élève a disparu. Mais avant qu'elle ne puisse trop réagir, Tang lui dit que la véritable priorité en ce moment est de s'occuper de la ville de Tiamin. Et juste au moment où la dispute commence à s'échauffer, tout le monde aperçoit soudainement notre garçon courir comme un fou vers eux et s'illumine instantanément de joie à son retour. Fang crie à l'aide alors qu'il court puisque ses guerriers sont juste derrière lui. Et sans perdre de temps, Tang intervient et sauve notre garçon en se lançant dans un combat contre les guerriers du 5e rang. Le chef du groupe, réalisant qu'il n'est pas à la hauteur, décide d'utiliser ses subordonnés comme appât et s'enfuit. Mais Tang le poursuit, le rattrape rapidement et le bat avant de le laisser s'éloigner en boitant avec quelques os fêlés. Alors que tout le monde attend, Fang Ping apparaît enfin, tenant les médailles du guerrier des cavernes dans sa main et crie fièrement qu'il n'a pas gâché la mission et qu'il a même réussi à tuer un guerrier de 5e rang. Lou découvre que son enfant a été envoyé en mission et devient furieux contre le doyen. Mais dès qu'elle voit son élève se tenir là, en sécurité, elle ne peut s'empêcher de sourire. Les soldats autour commencent à scander le nom de Fang et, comme ça, il semble que notre gars soit officiellement devenu un visage connu. Plus tard dans la journée, alors que Fang se fait soigner, Lou le gronde pour avoir mis sa vie en danger comme ça. Mais Fang change rapidement de sujet et commence à leur raconter ce qu'il a vu en s'échappant, ajoutant qu'il a le sentiment que Fate City pourrait être en grave danger. Les gémissements des supérieurs entendent cela. Ils ne perdent pas une seconde et se précipitent pour préparer les défenses. Plus tard, des soldats de toute la base se rassemblent, tandis que les enseignants parlent de leur infériorité numérique et du fait que le vieux directeur n'interviendra pas cette fois-ci puisque son corps doré n'a pratiquement plus d'invincibilité, l'utiliser maintenant pourrait lui coûter la vie. De retour à l'infirmerie, Sumi dit à Fang qu'ils vont faire la guerre à l'armée clandestine. Et l'ambiance change alors que tout le monde devient sérieux jusqu'à ce que Fu intervienne en disant que c'est le coup parfait pour monter de niveau comme jamais auparavant, ce qui enflamme instantanément les autres. Mais le professeur Lou lui dit de se retirer car il est blessé et Fu lui répond qu'il devrait arrêter de monopoliser la vedette comme un vantard qui court après un vantard. Fang dit qu'il ne restera pas les bras croisés, sachant qu'il pourrait perdre tout le monde d'un seul coup. Il admet qu'il a peur de mourir, mais perdre ses amis est pire, et il détruira 2 villes en solo s'il le faut. Le professeur Lou le ramène alors à la réalité, lui rappelant que l'endroit regorge de monstres de 8e et 9e rang venus des abysses. Pourtant, Fang demande à Young des pilules rajeunissantes et les avale comme si de rien n'était, tandis que Fu l'avertit qu'il a de grandes chaussures à remplir. Alors que Fang étudie son arme usée, le capitaine apparaît et lui tend une lame en croissant de qualité B récupérée sur l'un des ennemis qu'il a abattu. Avec cela, tout le monde s'équipe avec du nouvel équipement au moment même où les renforts commencent à affluer à travers le portail. Au même moment, Fang se rend compte des dégâts qu'il a subis au-delà de toute guérison. Donc, si sa seule chance est d'atteindre directement le 8e rang du corps doré, comme le principal s'il veut avoir une chance dans ce combat. Alimenté par cette pensée, il se concentre sur son objectif de rattraper son aîné Wang après la percée. Plus tard dans la salle de réunion, Kim se vante d'être l'un des 2 3e rangs appelés à l'aide, et le briefing démarre avec Tang expliquant qui est leur cible. Lorsque Xialei dit qu'il ne restera pas les bras croisés, le grand gars le fait taire, disant que même son pouvoir n'aura pas d'importance dans cette bataille et que la guerre n'est pas un terrain de jeu. Ils doivent donc tous suivre leurs ordres à la lettre. Les soldats sortent alors 2 malles remplis de pierres restauratrices d'énergie, mais peu de temps après, un corps de guerre retentit et ils sont obligés de partir. Sur le champ de bataille, les guerriers des cavernes sont déjà déployés et prêts à frapper à tout moment. Le général déclare qu'il est temps que l'humanité contre-attaque et tout le monde fait craquer ses pierres d'énergie pour se renforcer, alors qu'une bataille massive dans les airs éclate. Chaque combattant se donne à fond, tandis que les hommes des cavernes effrayants rampent sur les murs, ressemblant à de minuscules titans de charrettes.
Jiawin et Ji passent à l'action et montrent les résultats de leur entraînement. Au même moment, Young et son professeur Bag se battent côte à côte comme un duo dynamique, alors que Fang et F prouvent qu'ils sont tout aussi impressionnants, se présentant comme la véritable équipe de rêve. Dos à dos, les deux hommes font exploser les seins d'hommes des cavernes comme s'ils n'étaient rien jusqu'à ce qu'un PNJ de 4e rang leur tente soudainement une embuscade. Mais avant d'aller plus loin, Qin intervient avec un sourire arrogant, disant à l'ennemi de s'en prendre à quelqu'un de sa taille, puis s'en prend durement jusqu'à ce qu'il décide enfin de devenir sérieux. Lorsque le guerrier tente de riposter, Qin lance négligemment son épée dans le ciel et lui arrache le respect de soi, l'envoyant voler directement dans la lame tombée qui la transperce brutalement à l'impact. Après cela, les soldats alimentent les bises et lancent des éclairs massifs pour anéantir les petits et paralyser les approvisionnements ennemis, tandis que les instructeurs déchirent les guerriers de rang intermédiaire avec facilité. Cela pousse le général ennemi à bout et il charge directement sur Wu, laissant tout le monde incertain de ce qu'il faut faire, alors que leurs deux meilleurs combattants luttent pour tenir bon contre des ennemis avec un net avantage de rang. Alors que le Caffin évalue ses options, quelqu'un évoque l'utilisation du canon à énergie. Mais vous vous arrêtez instantanément car le fait de le tirer une seule fois brûle des millions, lui faisant penser que cela pourrait être la fin de Hope City. C'est à ce moment-là que Fang voit le général ennemi dominer complètement Wu. Et un par un, les plus forts de l'humanité commencent à tomber comme des mouches. Il essaie de sauter, mais Qin lui dit de se calmer car ils ne sont que de la viande hachée à leur faible niveau de puissance. À ce moment-là, ils repèrent une explosion mortelle venant directement sur l'enseignante Lug, mais elle est sauvée à la dernière seconde par une attaque surprise qui s'avère provenir de l'ancien directeur et de son escouade de vieux Jésus coriaces. Juste après cela, Hanuku et l'équipe du tournoi arrivent également. Après un échange rapide, les anciens en surpoids interviennent pour affronter le général ennemi et ses hommes de main avec style, et les étudiants s'enthousiasment pour rejoindre le combat et faire leur part. Alors que le directeur lui casse le bras comme si de rien n'était et insulte la mère de l'homme bête pour sa laideur, l'ennemi furieux fait pousser un autre bras et riposte en coupant les tresses malades du vieil homme. Il déclenche ensuite un barrage d'explosions sur le champ de bataille, éliminant plusieurs fantassins et faisant comprendre au directeur que plus cela dure, plus le nombre de morts dans l'humanité augmentera. Voulant protéger la jeune génération, le vieil homme utilise le mode Ultra Instinct, son aura dorée brillant plus que jamais alors qu'il affronte un général ennemi surpuissant. Juste avant que l'homme bête ne se lance dans les airs et ne lui lance son coup ultime directement dessus. Mais le geyser reste plus frais qu'un concombre et dit qu'il n'a pas cultivé un corps doré juste pour mourir tranquillement. Puis charge directement et libère toute son énergie restante dans un dernier éclat de gloire qui anéantit près de la moitié des forces ennemies dans l'explosion, forçant les guerriers des cavernes à battre en retraite. Tout le monde reste silencieux, stupéfait, tandis qu'il réalise que c'était la dernière fois qu'il verrait la conversation absolue d'un vieux.